J'ai été élevée à Gentilly, moi. Hein. J'ai été élevée à Muraspail. Ma grand-mère était gardienne de tannerie. Et quand j'étais gamine, on allait pêcher des petites saloperies là dans la Bièvre. On aimait bien aller à la Bièvre. Puis moi, ben, un jour, j'ai attrapé une maladie de peau, rapport aux tanins qui tombaient dans la Bièvre et puis tout. C'était les tanneurs qui vidaient leur cuve dedans. Il y avait 2 fermes, une derrière l'église et une au bout de la rue. C'est rue Mazagran, je crois qu'elle s'appelait, cette rue. Il y avait le marchand de chef qui se baladait pour vendre son lait. Il y avait les vaches qu'on voyait passer le matin ou le soir pour rentrer. Parce qu'ici, c'était que des champs. Mais après, quand ils ont construit ici, moi, j'ai tout de suite demandé à monter. Parce que un matin, je me suis réveillée. Alors, on était dans les dépendances du château de la Reine Blanche de Castille. Et la chambre était en haut, au premier. Il y avait un escalier comme on avait dans le temps, vous savez, et dans ma cuisine. Et quand je me suis levée, dans la cuisine, il y avait 60 cm d'eau. Alors, j'ai demandé à être logée. On m'a relogée ici en attendant. C'était dur à avoir un logement. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient besoin de logement. Et moi, j'ai fait faire des certificats médicaux, comme quoi mes gosses, ils étaient en danger dans les dépendances du château de la Reine Blanche de Castille, parce qu'il y avait toutes sortes de maladies qui sortaient, l'eau qui coulait chez nous, et puis tout. Je suis rentrée, je suis la première locataire, je me rappelle même plus en quelle année, 50, je me rappelle plus. Quand le bâtiment, il y avait 2 étages de montée. Je ne sais plus quelle date. C'est le premier logement que j'ai eu potable, parce que j'étais dans les dépendances du château de la Reine Blanche de Castille. On tirait l'eau avec un seau et une corde au puits pour faire le linge. Là où c'est que je suis, c'était la fosse à Purin, qui était là, en dessous du bâtiment. Puis il y avait les fraises devant. Moi, je venais pendant la guerre, comme tous les mômes, piquer des fraises. Parce que le père Chaussé, il les accrochait pas avec des... Qu'est-ce qu'il faisait comme marché noir pour vendre ses fruits et tout ça? Et ben, puisqu'il les vendait trop cher, nous, on allait se servir. On était une ribambelle de mômes, c'était normal. Il avait qu'à pas faire ce qu'il faisait. Une salade, il nous la faisait le double prix. Parce qu'il y avait encore les tickets, nous, là, pour les légumes, les fruits. Enfin, c'est des beaux souvenirs quand même. Puis moi, j'aime bien ma cité. J'ai mon père qui a décidé de venir en France, donc pour des problèmes d'argent, et il travaille. Et avec mon oncle, donc ils ont parlé avec des gens, des passeurs qui passaient les gens dans les frontières, qui étaient dans les chemins jusqu'au département 64 en France. Donc ils ont eu beaucoup de problèmes dans les chemins. Donc ils marchaient à pied, ils dormaient dans les fermes, ils ont pris des trains, ils ont pris des autocars, ils ont pris pas mal de choses. Ils ont eu des jours qu'ils ne mangeaient même pas. Après, en arrivant en France, donc ils étaient dans un local de rendez-vous et donc ils ont eu un souci qu'il pleuvait et tout ça, ils ont fait un feu pour se chauffer. Et il y a de la police qui sont passés dans le coin par hasard. Et bon, ben, ils les ont attrapés. 2 jours après, ils ont été rapatriés au Portugal par le service de police. Voilà. Donc, ils ont resté au Portugal pendant 2-3 mois, attendant de trouver encore d'argent pour venir. Donc, ils ont repayé les passeurs qui les ont amenés. Donc, que cette fois-ci, ça a été efficace, quoi. Mon oncle, il a travaillé à Paris, donc il a trouvé un travail dans les travaux publics. Il a habité à Champigny, donc comme beaucoup de Portugais qui ont habité dans les baraques. Il y avait des baraques à Champigny. Mon père, comme il aimait bien l'agriculture, il a trouvé un travail à Dijon, dans une cave avant de Bourgogne. En 70, donc c'était l'époque que j'ai venu au monde.
j'étais né. Donc, comme ma mère, elle était tout seule au Portugal, et mon père, il a eu une petite une maladie au stomac, il était un peu malade. Donc, il a décidé de retourner au Portugal. Et donc, moi, à 17 ans et demi, mon oncle, il m'a dit, si tu veux venir en France, je t'amène. Donc, j'ai venu. J'ai commencé comme maçon. Et après, j'ai fait un stage, j'étais chef chantier. Un jour, par hasard, j'ai passé ici à Gentilly, juste à côté de l'église de la communauté portugaise. Comme j'ai vu que le dimanche, il n'y avait pas de magasins ouverts, de restaurants ouverts dans le coin, comme il y a à peu près 2000 Portugais qui se réunissent entre samedi et dimanche ici. Il y a un bon potentiel. J'ai décidé, et donc j'ai venu, et j'ai décidé d'acheter ce restaurant où je travaille aujourd'hui depuis 14 ans en famille, avec toute ma famille presque, mes 5 frères. Donc, j'ai quitté l'Australie, pas pour 3 semaines, mais pour 3 ans en Europe. Sac à dos et un budget très très limité. Première étape, c'était Londres, pour des raisons culturelles, linguistiques. Deuxième étape, Paris, et j'ai prévu de rester ici 1 semaine, 2 semaines peut-être. Un jour, j'ai rencontré une jeune Australienne qui m'a invité pour un café. Et pour quelqu'un qui était seul pendant 1 an, ça fait très bien. Malheureusement, cette jeune Australienne a un petit ami français. Donc là, j'étais un peu contrarié parce que ce n'était pas mon intérêt d'avoir un petit ami. Un petit peu plus tard, j'ai rencontré la sœur de cet homme, donc elle, française. On a commencé à tchatcher, on a fait des sorties sociales. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Elisa, ma copine, maintenant mon épouse. Et ça fait 32 ans que nous nous sommes mariés. Elle a demandé la nationalité australienne, donc elle a maintenant 2 passeports. Et de ma part, j'ai demandé la nationalité française. Et moi aussi, j'ai 2 passeports. Et je suis fier d'avoir ce 2e passeport. On a vécu dans le 15e environ 15-16 ans. C'était génial, à côté de l'hôpital Boucicaut. Mais il y avait le petit problème en copropriétaire. Donc, on a décidé d'acheter une maison. Là, il faut bien sûr quitter Paris, aller dans les grandes banlieues. Et à notre énorme plaisir, on a trouvé ici à Arcueil, un petit 2 km de la périphérie de Paris, une petite maison avec un grand jardin. Et ça fait maintenant 13 ans que nous sommes à Arcueil. Et un des grands plaisirs d'avoir quitté cet appartement dans le 15e, où il y avait même un seul arbre visible de toutes les fenêtres, d'arriver ici à Arcueil, d'avoir un espace vert à nous, notre jardin, avec une petite pelouse, un petit potager, quelques rosiers. Et une chose très importante pour moi, australien, c'est d'avoir un espace barbecue. On dit souvent que le barbecue, c'est le sport national australien. Je crois que je resterai toujours étrangère, avec mon accent, avec mes attitudes qui sont différentes que monsieur et madame français normal. Même je demande qu'est-ce que c'est d'être un français normal, 2 générations, 5 générations, 10. Agouni Ginard, né le 16 septembre 1931 à Nouzonville. Je suis donc de mère polonaise, émigrée polonaise. Ses parents sont... Enfin, mes grands-parents et ma mère sont venus en France. Là, ils étaient dans le nord de la France. Et mon père est kabyle. Malheureusement, je n'ai pas connu ma mère. Je n'ai même pas une seule photo d'elle. Mon père m'a placée chez des sœurs à Picpus. J'ai fait beaucoup de boulot. Mais comme j'étais de l'assistance publique, on ne m'a pas demandé si je voulais continuer mes études ou non. On m'a emmenée tout de suite à la ferme. C'est la 3e famille, ça. Enfin, famille. Si on veut appeler famille, parce que fallait traverser un grenier. J'avais une chambre. Des rats. Les souris. J'étais obligée de dormir habillée. Avec mes chaussures, j'ai dit, vont me bouffer les pieds quand je rentrais. Ça. J'avais même pas mes 14 ans. Pas une minute de répit.
L'école terminait en juillet. Le lendemain, le fermier est venu me chercher avec sa charrette. Hein, j'avais 9 vaches à traire, matin et soir. J'avais toute la volaille à faire sortir, parce qu'ils rentraient pour la nuit dans leur poulailler, là. Tout ça, ça sortait dehors. Hein. Il fallait... Après, il y avait les cochons, hein, qu'il fallait leur faire la pâtée. Une grosse marmite qui me faisait soulever en fonte, là, avec les patates, tu sais. Qu'après, il fallait, avec un pilon, là, les gros pilons en bois, écraser leur purée. Il fallait changer la litière des porcs. Je dormais avec mes chaussures parce qu'on m'appelait qu'une seule fois le matin. Le patron, si j'étais pas levée, il me versait un seau d'eau sur le lit. Je dormais tout habillée pour être sûre d'être prête. Et le dimanche, le samedi et le dimanche, hein, c'était le jardin. J'avais pas une journée à moi, je peux dire que... Hein, j'ai travaillé là jusqu'à l'âge de 22 ans. J'allais à mes... Puis, j'ai travaillé chez Parizeau, à Gentilly, là où ils faisaient des voitures d'enfants. Ils m'ont collé directement à la découpe, des grandes plaques en fer qu'il fallait passer comme ça. Alors, j'avais dit au contremaître, hein, j'ai dit, ben, tu me montres un petit peu, là, parce que, bon, hein, depuis le temps, j'avais jamais touché ça, moi. Hein. Oh là là, mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas moyen qu'ils me mettent ailleurs. J'avais peur, moi, de ce grand machin. J'ai dit, si j'avance un peu trop, je risque de me couper en même temps, moi. Hein. Je suis le fils d'un ouvrier agricole. Pour aller à l'école, c'était 4,5 km le matin et autant le soir. Comme beaucoup de jeunes de la province, de la campagne, à cette époque-là, vers les années 1960-61, moi, je me suis retrouvé à travailler à Paris. J'étais embauché sur un REC, donc Victor Michel, cette entreprise qui a disparu depuis 1978. Et là, on m'avait prévenu que je travaillerais en 3-8. Une semaine du matin, une semaine d'après-midi, une semaine de nuit. La vie familiale, alors ça, c'est quelque chose de... ça démolit. On ne voit pas ses enfants bien grandir. Le premier travail que l'on pratiquait sur les rotatifs, c'était d'être receveur. Ça consistait à récupérer à la sortie de la plieuse les cahiers imprimés qui montaient sur le tapis roulant. Il s'agissait de les rassembler par 50 ou 100 selon l'épaisseur du cahier et de les taquer sur la table et de les empiler par paquets de 250 ou de 500. Enfin, c'était selon l'épaisseur du cahier. Donc les machines tournaient très, très vite. Et au bout de 8 heures de travail, eh bien beaucoup avaient du mal à suivre le rythme. C'est les poignets qui gonflaient. J'ai vu des types pleurer parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre la cadence. Et moi, j'ai les reins en compote, comme on dit. Hein. J'ai eu droit à l'opération du dos, et puis les oreilles qui captent plus très bien, tout ça à cause du bruit dans les ateliers, quoi. Parce que tout était lourd dans ce genre de travail. La manipulation des cylindres, puisque c'était des rotatifs, donc il fallait emboîter des cylindres dans les éléments de machine, on appelait ça, dans les bâtis. Les rouleaux étaient très lourds, il fallait soulever les bidons d'encre qui faisaient une quarantaine de kilos, l'encrier qui était à 80 cm de hauteur, le remplir avec les bidons d'encre, les jerrycans d'essence. Et quand il y avait une mise en route, c'était des centaines de litres d'essence. Des bobines pouvaient atteindre jusqu'à 1,5 tonnes. Et vous étiez seul à manipuler ça pour l'amener au dérouleur de la machine, sans chariot, sans rien. Tout ça nous forgeait l'esprit. Hein.
Parce que moi, étant le rural, bon, je me suis syndiqué chez Victor Michel. J'ai connu mon grand-père et il m'a souvent raconté son enfance. Il était instituteur et il était fils de gendarme à Orgelet, dans le Jura, puisque nous sommes tous francs-comtois. La devise des francs-comtois, c'est Comtois, rends-toi, nenni ma foi. C'est ce que disaient les soldats de Louis XIV quand ils essayaient d'attraper la Franche-Comté, et qui a été perdu. Son fils, c'est-à-dire mon père, a fait des études et est devenu ingénieur des arts et métiers. Et mon papa, on l'appelait le Parisien parce que justement, il habitait Paris et quand on était dans le Jura, les Parisiens avaient du prestige. Il a été le premier à arriver au village en voiture. Et on habitait dans le 17e et il a acheté ce terrain dans l'espoir d'y faire un jour quelque chose. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas le RER, ça s'appelait la ligne de Sceaux. C'était un train. Et il voulait que ce soit quelque chose qui soit bien desservi vers Paris. Après avoir acheté ce terrain en 1934, papa a fait construire par un artisan un petit cabanon qui nous permettait de venir pique-niquer ici le dimanche. Et ce cabanon, je n'ai pas eu de raison de le faire démolir, je l'aime beaucoup. Là, c'était pas du tout construit ici, c'était une plaine, c'était des champs. Et il y avait de l'herbe et il y avait des vaches. Quand nous allions le dimanche à Antony en voiture chez ma grand-mère, à Antony, nous suivions la Nationale 20 et sur la gauche de la Nationale 20, il y avait une voie ferrée sur laquelle circulait ce qu'on appelait l'Arpajonais. L'Arpajonais, c'était un train qui emmenait les légumes d'Arpajon jusqu'aux Halles de Paris, sur des rails. Alors la maison de mes grands-parents était à Antony. Mon grand-père l'avait fait construire à la fin de sa carrière de menuisier et il a été aidé par une loi qui faisait payer les terrains pas très cher à des ouvriers. La loi Loucheur était une loi sociale, elle était orientée pour le bénéfice des gens, des travailleurs. Je suis franc-comtoise avant d'être française. Si j'étais née dans la Rhénanie, je serais sans doute allemande. Et ça tient. Mon grand-père était parisien depuis plusieurs générations. Donc ses parents ont eu un petit héritage et ils en ont profité pour acheter un petit bout de terrain sur Arcueil, au moment où c'était encore toutes les carrières, des grands terrains vagues sur l'avenue Jeanne d'Arc. Il y avait rien, il y avait une seule maison d'un ingénieur qui, lui, par contre, avait une belle maison. Et donc, en 1929, ils ont acheté le terrain. Il y avait une première maison avec 2 appartements identiques, en fait, avec juste une pièce, une chambre et un petit coin de cuisine, des toilettes sur le palier. Et donc, la douche est arrivée encore plus longtemps après. J'ai grandi à Arcueil et donc, avec des amis, on allait souvent dans le même café, vers Arcueil Motor, en bas, vers l'ancienne poste, et j'ai rencontré mon mari. Je suis né en Algérie et je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Rejoindre mes grands-parents, parce que mes grands-parents ils étaient déjà ici. Ils avaient un petit studio à Montparnasse. Et ensuite, quelques années après, ils ont acheté sur Arcueil. Ils ont beaucoup travaillé pour avoir ce petit bout de terrain en fait. Et après, ils ont encore beaucoup travaillé pour le reconstruire. Et malheureusement, 20 ans après, il y a eu une explosion de gaz, donc chez nous. Le toit, etc., comme c'était un toit à l'ancienne, etc., il s'est soulevé. Et donc, s'il s'est soulevé, il est retombé, et tout ce qui était autour, tout a été fêlé et cassé, quoi. Ils nous ont hébergés d'urgence. À l'époque, il y avait les bains de douche. Juste le temps qu'ils puissent nous trouver des appartements disponibles en HLM, en fait. Pour les grands-parents, ça a été très difficile pour eux parce qu'ils se sont retrouvés dans un contexte qui n'était plus le leur. Je veux dire, ils avaient une liberté dans un pavillon, de l'espace, et ensuite ils se sont retrouvés, ils ont été malheureux un peu à leur fin de leur vie, ils étaient très malheureux. On a eu un logement ensemble en 2001, mais sur Camille Blanc à l'extension du Chaperon Vert. Et puis ensuite on a eu un enfant, Djibrahim,
il y a presque 8 ans maintenant. Et quand il est né en 2004, on nous a changé, on a eu un F3 au chaperon vert. Pour nous, c'était une corvée d'aller arroser le jardin. Et puis avec le temps a fait que je me suis aperçu, en grandissant, bien sûr, je me suis aperçu que maintenant j'aimerais bien arroser le jardin, mais j'ai plus de jardin. Je me sens pas parisienne, je me sens arcueillaise. La puissance financière va forcément pousser les gens à petits revenus à aller encore plus loin. Donc ça s'est fait dans Paris, ça s'est fait dans certains quartiers dans Paris, ça se fera aussi dans la petite banlieue, et ça se fait déjà. Ça m'embêterait vraiment qu'Arcueil devienne une partie de Paris et que cette ville, oui, disparaisse engloutie, on pourrait dire. J'ai toujours ma carte de séjour. Je suis arrivé en 75, donc en mai 75, après la chute de Ségong, une semaine après. Et je revenais du lycée vers midi. Et j'ai appris au moment du repas qu'on allait partir, donc qu'on allait quitter Vientiane, donc la ville où je suis né, pour partir en France. On a quitté en laissant derrière ma grande sœur qui est mariée, donc, qui a un enfant. Et c'était déchirant, quoi. C'était assez difficile. Le Vietnam, à ce moment-là, c'était la fin de la guerre. C'était le nord vietnamien avait, comment on peut dire, envahi toute la partie sud, donc occupé Saigon, et donc chassé les Américains du sud du Vietnam, et allait imposer donc un régime communiste à tout le Vietnam. L'arrivée en France, c'était accueilli par la famille de ma tante qui est ici depuis longtemps. Et là, c'est un autre monde, donc c'est d'autres bruits, d'autres univers. Je découvrais tout, donc c'était quelque chose de totalement nouveau. Au Laos, mon père tenait une pharmacie. Arrivé en France, il avait trouvé un poste d'infirmier à la clinique des Bois-de-Verrières, à Antony. Et nous, on a trouvé un appartement à Massy. Quand mon père a loué l'appartement, c'était donc complètement vide. Et c'est resté vide très longtemps parce qu'on n'avait rien. Le souci majeur à cette époque-là, c'était surtout comment poursuivre les études. Mes parents ne parlaient plus du tout du passé, ça paraît bizarre, mais tout était tourné vers l'avenir, le présent et l'avenir. Ma femme est française et les Vietnamiens, quand ils sont arrivés en France, comme c'est un déracinement, voulaient garder absolument, on peut dire, les racines, conserver les racines, donc auraient préféré que je marie avec une femme vietnamienne. Et faire accepter cette idée à ma famille, c'était un combat. J'ai quitté le Congo sans rien du tout, en amenant avec moi mes enfants, mes 2 enfants, mes champs et mes comptes, en moi, enfouis en moi. Parce que mon frère a créé un parti politique qui s'appelait UDPS, et du jour au lendemain, j'étais, comme on dit, un bouc émissaire, et je me suis retrouvée en prison. Ce que j'ai découvert déjà en prison, il y avait des jeunes filles, des petites filles qui étaient violées par les gens qui étaient au gouvernement de Mobutu et qui après étaient enfermées, tout simplement parce qu'on n'avait plus rien à faire avec elles. Quand je suis arrivée, je suis passée par la Belgique et je n'ai pas voulu rester en Belgique parce que tout simplement, j'avais un mauvais souvenir de nos colons, parce que c'est Congo-Belge. Voilà, je me suis installée à Arcueil, à l'avenue Laplace, 57 avenue Laplace, c'était un squat. Au Congo, on m'avait vraiment mutilée.
On m'avait enlevé la parole, je n'avais pas de parole. Mais je l'ai retrouvée ici à Arcueil avec mes chants, avec mes contes et avec la danse. Jamaya wa bibi, ae mama. Jamaya wa bibi, zunguluka tukutane. Jamaya wa bibi, ae mama. E mama, jamaya wa bibi, zunguluka tukutane. Il y avait une jeune fille qui avait 19 ans qui est venue un jour frapper à ma porte. Elle me salue, elle me dit moi, voilà, je m'appelle Karine. Et elle me dit ouais, je suis venue pour donner des cours à votre fille. Je dis ah bon? Si vous voulez, je peux donner les cours ici ou je l'amène chez moi. Je lui dis comme vous voulez ou vous l'amenez si vous voulez. Et elle me dit oui, oui, je l'amène avec moi. Et ma fille avait 6 ans, donc elle s'apprête à l'amener. Et la petite qui avait 2 ans, elle réclame aussi de partir avec sa sœur. Du coup, la jeune fille, elle dit ouais, elle peut venir, il n'y a pas de souci. Ici, à Arcueil, il y a vraiment beaucoup de Polonais. On peut même dire qu'il y a une sorte de communauté polonaise. Il y a l'église, évidemment. Donc chaque dimanche, il y a beaucoup de gens qui participent aux messes en polonais. En fait, il y a 2 messes chaque dimanche. Et en plus, il y a la résidence universitaire Jean-Paul II qui a été fondée pour des Polonais. Et c'est juste pour ça que j'ai appliqué ici. Je suis toujours étudiante en Pologne, mais ici, je travaille. J'enseigne polonais à INALCO, donc Institut national de la langue et civilisation orientale, pour enseigner le polonais. Et évidemment, c'est la collaboration entre notre gouvernement et l'établissement supérieur à l'étranger. Si on parle de français, on dit jabojady. Jaba, c'est grenouille. Donc ce sont des gens qui mangent des grenouilles. On appelait les Français comme ça. Évidemment, c'est pour la génération de l'année 60, 70. Oui, ça existait. Et c'est une sorte de complexe. Maintenant, avec l'Union européenne, évidemment, ça a changé. Mais maintenant, les gens sont... Par exemple, les gens sont... ils savent que, par exemple, nous n'utilisons pas de cyrillique, mais c'est l'alphabet normal pour nous. C'est pas la Russie, c'est la Pologne, c'est totalement différent. Parce que toujours, de toute façon, on était liés avec, par exemple, la Russie. Et ça, c'est vraiment, ce sont 2 pays totalement différents. Maintenant, on ne doit pas... on n'est pas obligé de sortir la Pologne pour, par exemple, gagner d'argent, oui, pour travailler. Maintenant, c'est plutôt, justement, c'est le choix. Moi, j'aime vraiment la France. J'étais ici il y a 2 ans, je fais ici Erasmus. Et maintenant, je pouvais choisir n'importe quel pays pour aller pour enseigner polonais. Parce que le contrat est même avec Pékin, c'est Pékin en français, oui. Il n'y a pas cette différence. On ne se sent pas un autre. Ça c'est vraiment, ça c'est très bien, ça c'est très important pour des gens qui viennent de l'étranger, oui. C'est parce que en fait, il y a des pays où on se sent vraiment comme une autre. Et ça se voit partout. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans quelques années. Ça, c'est le problème. Si je veux rester, évidemment, maintenant, j'ai le contrat pour 2 ans avec la possibilité de prolonger. En fait, je peux être ici de 6 ans avec le double contrat. On va voir comment ça se passe. Et on dit en polonais, c'est ça ce qu'on dit, qu'on peut planifier et le Dieu rigole.